Beaucoup de lecteurs nous ont dit merci d'avoir fait ce bouquin parce que ça nous redonne de l'espoir. Et moi, je pense qu'il faut aussi un peu faire rêver les gens et c'est important. Quand on présente ce scénario, bon, sur le papier, il est beau, il est bouclé, etc. Mais il pose quand même des questions de transformation qui sont importantes et qui sont en fait celles qui sont posées autour de la transition écologique en général. C'est des transitions c'est des changements de mode de production, d'organisation de la société, etc. Donc, c'est des questions qui sont globales. Et on peut se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi tous ces efforts? Pourquoi être aussi radical? Je pense que c'est vraiment, et c'est particulièrement vrai en agriculture, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est quand même les impacts environnementaux et sociaux qui sont énormes du mode de développement industriel. On pense bien sûr au climat, et c'est très important, mais je l'ai évoqué, c'est la biodiversité. Et le problème, c'est que derrière cet effondrement de la biodiversité, que tout le monde peut ressentir. L'exemple typique qu'on prend, c'est celui des insectes qui avant parsemaient les pare-brises de voitures et qui ont disparu. On s'est complètement habitué à ça, mais quand on réfléchit, c'est horrible. Ça veut dire, et quand on relie ça à la baisse des champs, qui disparaissent à un rythme complètement délirant, à la disparition de moitié, ça peut être la moitié dans certaines régions en 20 ans, c'est rien du tout. Là, on parle de la disparition du hérisson, etc. Il y a quand même des indicateurs qui sont extrêmement inquiétants sur nos écosystèmes en lien avec l'agriculture et qui commencent à poser la question, il y a de plus en plus de gens qui posent cette question-là, mais qu'est-ce que ça veut dire sur la durabilité même de notre agriculture? Si les sols commencent à dysfonctionner, s'il n'y a plus de cycle de matière organique dans les écosystèmes, si on a une pollution par les pesticides absolument partout, c'est quand même un peu notre assurance vie qui est en question. Donc, si on pose ces questions de transformation radicale, parce que c'est le mot de l'agriculture, en disant il faut peut-être apprendre à se passer de pesticides plutôt que d'essayer de régler, d'avoir une évaluation en disant est-ce que tel néonicotide il est un peu moins impactant que celui-là, est-ce qu'on l'autorise de toute manière parce qu'il y a un compromis social, on risque de se retrouver dans une vraie impasse écologique global, quoi, autour de l'effondrement de la biodiversité. Donc c'est vrai que notre scénario, il envisage des choses radicales et très très fortes parce qu'il prend au sérieux ces risques qui sont associés à ça. Et puis par ailleurs, il y a l'autre côté de la chose. Beaucoup de lecteurs nous ont dit merci d'avoir fait ce bouquin parce que ça nous redonne de l'espoir. Et moi, je pense qu'il faut aussi un peu faire rêver les gens et c'est important parce que dans un scénario, je pense que potentiellement, on voit des paysages qui sont quand même très chouettes, dans lesquels on peut se balader, des aménités, de la bonne nourriture qu'on a plaisir à manger, etc. Donc, il y a les deux côtés. Il y a une peur, il y a aussi une envie qui motive un peu notre réflexion. Alors, Et puis ouais. même, justement, je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport à l'impasse écologique dont vous parliez. Il ne s'agit pas seulement de la biodiversité en elle-même, mais il y a aussi en fait un problème de sécurité alimentaire parce que vous commencez votre livre en montrant une courbe des Les rendements rendements du du blé. blé. Les Ouais. rendements du blé. Et donc, la courbe, elle est quand même assez explicite, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le modèle agrochimique se répand en Europe, effectivement, les rendements, ils explosent, mais ça fait 10 ans, 20 ans qu'ils stagnent et qui stagnent en plus Et qui avec font des des... yo-yo. Ouais, voilà, c'est pas une stagnation stable, en fait. Ouais. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très en dents de scie et effectivement, à ce stade, c'est même plus l'idée d'aimer les oiseaux, c'est vraiment l'idée de se dire qu'est-ce qu'il va y avoir dans notre assiette si on continue Exactement. à avoir ce modèle agricole. Exactement. Alors, personne n'a la boule de cristal. Moi, je ne sais pas si les rendements vont s'effondrer avec l'agriculture conventionnelle parce qu'il y a la recherche génétique, etc. Je vais pas le souhaiter en fait non plus. Hein. Je vais pas rêver que l'agriculture conventionnelle s'effondre pour que j'ai eu raison. C'est pas la question. Par contre, la question qu'on pose, c'est si on prend ce risque-là, il est gravissime, en fait. Et donc, ce qu'on propose, c'est de se dire, on peut peut-être poser la question différemment, avoir une autre manière de concevoir l'agriculture qui réduise structurellement les risques et puis, encore une fois, qui, accessoirement, permettent de régler beaucoup de problèmes sociaux, environnementaux, euh,
économique même, d'une certaine manière, parce que même les agriculteurs, ils s'en sortent pas dans ce modèle-là, parce que ça leur coûte de plus en plus cher de produire. Donc, on veut prendre le problème différemment pour cadrer les choses et proposer une alternative. Alors, ça reboucle sur votre question des politiques. Juste avant, Pardon. désolé, parce que j'aime Pas de bien aussi souci. aller au fond des choses avant qu'on reboucle Je- justement sur la question des politiques. C'est cette idée que ça me fait penser un petit peu justement au problème du climat quelque part, cette perspective d'effondrement. Parce que vous dites, je sais pas moi si le rendement du blé va s'effondrer. Bon, et évidemment, personne va le souhaiter. Et vous dites peut-être effectivement qu'on pourra avoir des solutions par rapport à la génétique, par rapport à ce genre d'avancée technologique en fait au final. Hmm. Et, Hmm. euh, et en fait, en soi, pourquoi pas, mais baser tous les espoirs là-dessus Alors, et une folie, et au final une folie. alors, c'est un gros risque, primo, puis secondo, enfin, faut quand même pas oublier que même si on arrive à maintenir ces rendements, etc., ce sera quand même au prix de continuer de bousiller la biodiversité. C'est-à-dire, ça sera dire, OK, j'accepte de continuer ça pour sauver les rendements du blé, mais adieu les hérissons, et puis demain, adieu, je sais pas quoi, les mésanges, les coccinelles, les auxiliaires. Donc, il va falloir remettre des engrais et des pesticides pour faire tourner la machine. Donc, on est dans une course qui est dramatique, quoi. On va tout bousiller, quoi, pour sauver la production. Donc, même si on dézoome un peu, ça devient très, 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 très problématique, quoi. Et donc, on est comme sur le climat finalement face à deux choix, celui d'une fuite en avant en attendant un Deus ex machina potentiel, et donc Exactement. celui d'un questionnement plus profond sur la logique interne du système général qui a amené à cette situation. Voilà. Et comme beaucoup de réflexions, moi, ce que j'espère, c'est que notre scénario, il apporte aussi une part de désirable. Il y a des trucs chouettes quand même, hein. Plus de travail, ok, c'est différent, mais ça peut faire un peu rêver quand même. Et donc C'est le justement but. sur les politiques, moi je suis d'accord avec vous, hein, mais on espère qu'on on pourra convaincre le plus de monde possible. Et donc justement sur le chemin pris actuellement bon, il y a déjà un petit peu, on pourrait parler de la PAC, mais prenons surtout acte. Qu'est-ce qu'il y a à prendre acte comme avancée justement au niveau européen, voire éventuellement au niveau français, sur ces questions-là pour aller vers un modèle agroécologique et quels sont en fait les moments clés dans les mois, voire les années à venir dans lesquels on aura justement des décisions importantes à prendre qui pourront nous amener vers une bifurcation du type de celle sur laquelle vous avez travaillé. Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, si on est sur la PAC telle qu'elle met en œuvre, elle prend pas du tout en compte ces enjeux. Elle reste sur des aides aux plus grandes surfaces, à la concentration. Alors, faut pas non plus complètement jeter le bébé avec l'eau du bain. Et notamment, je l'ai un petit peu évoqué au niveau communautaire, il y a cette réflexion autour du Green Deal, du pacte vert, et sa déclinaison de la fourche à la fourchette. Et ce qu'il y a quand même de très significatif, c'est que c'est un texte d'orientation politique, donc aujourd'hui, il n'a aucune valeur contraignante. En clair, il ne va pas y avoir des milliards qui vont être générés de ce texte-là. Il est porté par la présidence de la Commission, mais il est tout à fait novateur dans la manière dont il pose le problème. Parce que déjà, il fait le lien entre la production agricole et la nécessaire évolution de notre régime alimentaire vers moins de viande. Ça, c'est tout à fait novateur. Donc, on est heureusement d'ailleurs, puis ça serait impossible, on n'est pas les seuls à porter ce type de questionnement, quoi. Bon, après, c'est compliqué parce qu'il y a d'autres enjeux autour du climat, d'énergie, etc. On est dans un champ de force très complexe. Mais ce que je veux dire, c'est que notre réflexion, je pense qu'elle est complètement d'actualité, et quand on l'explique, je pense qu'il y a un côté pédagogique qui est important, mais quand on l'explique, les décideurs comprennent ce qu'il y a derrière et ils écoutent avec intérêt. Une des grandes satisfactions qu'on peut avoir, c'est quand le PDG de l'INRA, Philippe Mauguin, cite ses travaux. Ça veut dire que ça existe, nos travaux, ça existe dans le paysage intellectuel, dans la réflexion, etc. On parle de choses sérieuses et on en parle sérieusement. Bon, après,
la prise de décision politique aujourd'hui, ça n'enchaîne pas du tout sur la manière de poser les problèmes. Moi, ma conviction profonde, c'est que ce qu'on fait, c'est préparer le coup d'après. C'est-à-dire que moi, ce à quoi je m'attends, c'est qu'on va avoir des crises qui vont arriver en matière d'écologie. On va avoir des alertes sur à la fois la biodiversité et puis la production dont on va parler. Quand il y aura cette multiplication des conflits autour de l'eau, de la production, des importations de soja, des matières premières, on le voit avec le prix des engrais azotés qui explose, etc. Au bout d'un moment, on va se poser la question, OK, ce modèle, il va falloir vraiment le changer. Et c'est vrai que je pense qu'avec le cadre de réflexion qu'on a, ben, on contribue à une réflexion globale qui consiste à dire, voilà, on a une base de réflexion et de travail qui va pouvoir vraiment servir à orienter des politiques publiques. Et même sur le cas de la PAC, soyons un petit peu fous. La PAC, elle a été réformée un nombre de fois incalculable depuis 1992. Et vous avez eu des réformes majeures qui ont été faites, je pense à celle de 2005, qui n'étaient pas forcément annoncées. Donc, le gouvernement allemand, il vient de changer. Vous pouvez avoir une constellation de fait en réaction à de crise, une constellation politique avec un alignement des planètes qui soit un peu différent et que ça aille beaucoup plus vite qu'on ne le croit. C'est un petit peu mon espoir parce que c'est vrai qu'on est un peu dans une course contre la montre. Hein. C'est l'inquiétude. Donc, encore une fois, pas de boule de cristal, mais un constat que quand même, ce qu'on raconte et les enjeux qu'on soulève, on ne prêche pas dans le vide, quoi. Il y a des échos. Maintenant, vous avez des gens qui sont opposés à ce qu'on propose, clairement, et qui agissent clairement contre ça. Et c'est une question de pouvoir politique. Donc le vote, hein, on le dit à un moment dans le bouquin, à un moment, il va falloir voter, il va falloir savoir pour qui on vote et qu'est-ce que ça défend. Donc il y a un boulot aussi au niveau des partis politiques, c'est clair. Hein, si on croit en la démocratie, il faut croire à la responsabilité des partis politiques. Là-dessus, je suis d'accord. Ce qu'on voit aujourd'hui, on peut être un petit peu inquiet aussi. Mais bon, je ne sais pas. Nous, ce qui est sûr, c'est que du coup, à Secret Toxique, on essaie de faire en sorte justement de catalyser les choses et de faire bouger le système vers quelque chose du type de ce que vous proposez. Hein. Après, voilà, on s'inscrit comme tout le monde dans le cadre du débat démocratique, mais en tout cas, on a les idées fermes et on sait où on veut aller. Et donc, on va continuer, notamment en ayant ce genre d'échange et en pouvant publier de l'information sur ce genre de sujet. J'ai une toute petite dernière question, c'est s'il y avait une date sur laquelle il faudrait que les gens qui nous écoutent se concentrent pour dire le prochain, sur prendre une action, que ce soit faire un vote ou quelque chose qui puisse un petit peu faire avancer les propositions qui seraient les vôtres. Je pense que la présidentielle est un bon temps pour avoir ça. Alors après, je n'ai pas donné de consigne de vote, de toute manière, c'est pas. Mais on peut regarder les programmes en se disant, est-ce qu'ils vont plutôt dans le sens d'une agriculture écologique ou pas. Bon, là-dessus, tous les candidats ne disent pas la même chose, ça c'est clair. Mais je m'arrêterai là. Bien sûr, je ne vous en demanderai pas plus. Et du coup, pour pouvoir comparer les programmes et votre projet, il faut se renseigner, acheter votre bouquin. Ça se lit assez bien. C'est pas trop technique et ça permet un peu de se projeter dans un monde qui nous donne un peu d'espoir, justement. Alors, sur le fait que ça se lise bien, je ne sais pas si vous en ferez quelque chose dans la vidéo, mais c'est vrai qu'on l'a écrit avec une journaliste, hein, c'est Marielle Cour, là, qui est citée sur la couverture. Et pour nous, c'était hyper important parce que Pierre-Marie et moi, on est des graves technos quand même. Hein. On manipule des fichiers Excel, hein, on n'arrête pas de se poser la question sur la volatilisation de l'azote. C'est pas super sexy. Bon, on a d'autres beautés, mais quand même. Et on se méfiait beaucoup de nous. Donc, on a demandé à une journaliste de faire la première passe de texte sur la base d'une interview. Je pense que ça n'a pas trop mal marché, en effet, sur la forme. Donc, et pour nous, c'est hyper important de s'adresser à un large public, quoi, pas seulement aux technos. Voilà. On invite les gens à aller le voir. On va mettre le lien dans la description. Et merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps de cet entretien. Et, merci à vous. Je vous souhaite une bonne continuation dans vos projets. Ok, merci beaucoup.